On en discutait. Est-ce que tu penses qu'entreprendre, tout le monde entreprend? Dis-moi. Aïe, 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 aïe. Honnêtement, si je devais refaire, je ne referais pas. Ouais. Tu peux faire, tu peux bien faire, même tu échoues. Mais du coup, tu parles de changement. Et je t'entends parler de changement à travers la culture. De quel changement tu parles? Bonjour Nel. Bonjour Géraldine. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux m'expliquer ton histoire et ce qui a fait que tu es arrivé à tout ce que tu as créé? Donc moi je suis Nel Tsopo, journaliste. J'ai créé Bruckner Magazine, un magazine qui a pour vocation de mettre en avant les profils afrodescendants en tous les domaines d'activité. Par la suite, j'ai créé aussi les Golden Afro Artistic Awards, donc je suis promoteur culturel, qui a pareil vocation à détecter, à porter reconnaissance aussi aux artistes afrodescendants en Belgique. Et ça fait 10 ans qu'on organise cela. Est-ce qu'il y a un élément spécial au niveau de ton histoire, ton enfance, qui fait que tu t'es dit « Ok, je veux être journaliste » ? Je pense que il y a plusieurs éléments qui m'ont poussé à cela. Déjà, pour créer le magazine Bruckner, la petite anecdote, c'est qu'en 2006, parce que je suis arrivé en Belgique, j'avais 20 ans par là. En 2006, il y a un jeune qui s'est fait tuer dans le métro à Bruxelles. Il s'appelait Joe Van Osbeck. Il s'est fait tuer pour son MP3 par des délinquants. L'affaire a défrayé la chronique. On en parlait dans tous les médias tout le temps. Sauf que dans le même temps, j'ai un ami, un copain de classe qui s'est fait aussi tuer devant chez lui pour son GSM. Et personne n'en parlait. Et donc moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi on n'en parle pas, tout simplement. Oui. C'est les mêmes cas. Qu'est-ce qui fait qu'on n'en parle pas? Au fur et à mesure, en observant les médias, je me suis rendu compte qu'il y a une vraie discrimination dans le traitement de l'information. Et que lorsqu'il s'agissait des afro-descendants, il y avait un traitement particulier. Vas-y comprendre pourquoi. Donc, et j'ai compris qu'il y avait des paramètres, parfois qu'on ignorait, qui conditionnaient la façon avec laquelle les médias allaient mettre en avant X ou Y. Donc, suite à ce constat, j'ai décidé de créer un magazine pour raconter d'autres histoires, pour raconter les histoires que les médias ne racontent pas. Et là, on est en 2006, 2007. C'est comme ça que je suis rentré dans le journalisme. Pour cette histoire, mais aussi par passion journalistique. Maintenant, je peux rajouter à ça qu'en 87, j'avais 6 ans, assassinat de Thomas Sankara, et j'essaye de comprendre ce qui se passe. Donc, ce sont mes premiers pas, c'est ma première conscience politique. Wow. Je me dis, mais... Et je vois des magazines où il figure avec Compaoré, l'assassin, et j'essaye de comprendre ce qui se passe. Je m'intéresse donc un peu aux médias, je lis, je vois. C'est comme ça que c'est tout ça mélangé, puisque tu me psychanalyses, qui m'a conduit à ce travail. Ce que tu es maintenant. Ouais, c'est cela. Et donc, Bruckner Magazine, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? Il y a des profils, on parle de profils. Comme tu es en train de me rencontrer là, c'est ce que je fais. Je rencontre des gens, je parle de ce qu'ils font, des gens pertinents, des gens talentueux, et je mets à disposition du grand public, pas que du public afrodescendant. Les profils sont afrodescendants, mais j'invite le reste du monde à lire et à découvrir ces gens, ce public. Profil afrodescendant uniquement belge ou de... Principalement belge, avec Bruckner, oui. Principalement belge, là où je me trouve, quoi. Mais une mise en avant pour un public plutôt large. Et tu as créé une cérémonie. Oui. Alors, cette cérémonie que tu as créée, ça fait maintenant 10 ans. C'est ça. Ok. Quelle était ta vision derrière cette cérémonie? Tu t'es dit, on va faire des choses en plus grand? Oui, donc les Golden Afro Artistic Awards, j'ai mis ça en place parce que Bruckner n'était pas assez. Parce que Bruckner n'avait pas suffisamment d'impact à mon goût. Était un peu trop limité. Et puis, ça a rencontré c'est au même moment qu'il y avait, tu sais, la polémique aux Oscars où les acteurs noirs
On fait grève, on dit on ne viendra pas aux Oscars parce que nous ne gagnons jamais, Oui. tout simplement. J'ai observé aussi le paysage belge et la cérémonie, par exemple, la plus connue, c'est les Magritte qui récompensent les acteurs en Belgique. Et c'est une cérémonie, un entre-soi incroyable où c'est toujours les mêmes. Toujours la même personne. Okay. Voilà, comment on dit, les blancs bleus belges qui sont récompensés, qui remettent des prix, mais pourtant, j'ai cherché et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas d'acteurs afro-descendants? Est-ce qu'il n'y a pas de réalisateurs? Si. Est-ce qu'il n'y a pas de metteurs en scène? Si. Ils sont là, ils sont nombreux, mais ils ne sont jamais mis en avant. Donc, j'ai décidé de créer cette cérémonie aussi pour mettre en avant des profils artistiques. C'est pluridisciplinaire, hein. Ça part de la littérature à la danse, en passant par la musique, le théâtre, tout cela. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on a mis ça en place. Ok, ça fait 10 ans. Et en 10 ans, est-ce que tu as vu une évolution dans la représentation des personnes d'origine africaine? Une évolution, oui, il faut le reconnaître, mais très lente. Très lente. C'est très poussif. Et puis parfois, évidemment, ce n'est pas que grâce à notre travail, loin de là, mais c'est aussi parce qu'il y a un contexte mondial qui pousse les institutions belges à aller vers plus de diversité. Et il y a un événement comme la mort de George Floyd aux États-Unis qui a eu des répercussions ici et qui a fait que les institutions mettent en place des choses un peu plus propices à la diversité dans la culture. Et je me souviens que cette année-là, lorsqu'on a organisé les Golden Afro Artistic Awards, tous les médias étaient là pour couvrir, donc la presse et tout ça. Mais juste après, un an après, ils n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là, d'accord. Mais on est toujours important. Voilà. Et donc, tu imagines, parce que tu me parlais de quand même qu'il y a eu une évolution, mais tu imagines que dans 10 ans, quand même, ça va continuer à évoluer, c'est ça Je ne sais pas, parce que il faut être vigilant, parce que ces dernières années, il y a même une régression. C'est aussi très politique, hein, c'est des choix politiques. Il y a un nouveau gouvernement qui est arrivé et ce genre de questions ne les intéresse pas. Donc, question des diversités, tout ça. Donc, il y a des coupures de financement à gauche, à droite pour des projets de ce type. Il y a la vague Trump là, qui dévale jusqu'ici. Et donc, il y a un recul. Donc, il faut rester vigilant. Mais je tiens à dire d'ailleurs que la représentation des afro-descendants n'est pas que représentation devant les caméras. C'est aussi à l'arrière et c'est aussi, et surtout même, une représentation dans les conseils d'administration des structures, par exemple des théâtres. Ce serait intéressant qu'il y ait des directeurs de théâtre qui ont d'autres origines, d'autres regards. La diversité part de là, tu vois aussi. Bien sûr, bien sûr. Plus de dirigeants aussi qui peuvent apporter un autre regard en amont. Donc, il ne s'agit pas juste de mettre des acteurs sur scène ou de mettre 2-3 personnes à la télé. Donc, c'est aussi qui est le rédacteur en chef de cette chaîne de télé. Ce serait pas mal aussi que ce soit quelqu'un d'origine afro, non pas pour imposer quoi que ce soit, mais pour avoir un regard diversité sur ce qui est mis en place. Donc, c'est aussi ça. Et à ce niveau-là, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution, là. Donc, en fait, là, maintenant, on les voit. C'est encore cosmétique, on va dire. C'est cosmétique. Oui. Même avec, tu vois, les réseaux sociaux maintenant, il y a beaucoup de gens qui se mettent sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était assez difficile parce que tu devais compter sur la télévision pour pouvoir le faire. Est-ce que tu vois quand même que ça aide ou finalement, ce n'est juste que du m'as-tu vu, en fait? Heureusement qu'il y a quand même les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur et dictent un peu la tendance. Okay. Donc, les structures mainstream ou des structures officielles des institutions sont quand même obligées de prendre un peu de ce qui vient des réseaux sociaux. Donc, ils font des efforts parce que la tendance réseaux sociaux l'impose. Donc, ils vont programmer un peu plus de... Et pas que de personnes afro, mais parce que quand on parle de diversité, ce n'est pas que les visages, c'est aussi la culture qu'on ramène. Donc c'est la diversité
des styles. Tu vois, si on parle par exemple d'art plastique ou de peinture, la diversité, c'est pas juste l'artiste qui peint, c'est aussi le type de peinture. Tu vois? Donc, c'est très important aussi de voir les choses sur cet angle-là. En termes de mindset, dans tout ce que tu as fondé, est-ce que tu as changé ta façon de percevoir les choses? Ou c'est toujours la même? Bonne question. Forcément, oui, j'ai évolué dans ma façon de voir les choses. Et en termes de mindset, je pense que avant, j'étais faire les choses à tout prix. Maintenant, je suis plutôt ne pas forcer forcément. Je pense ne pas forcer et être plutôt dans la sérénité. D'accord. Et dans la patience, quoi. Dans la patience, ok. Donc tu prends le temps de faire les choses, c'est de la patience. Non, j'essaye d'être rapide dans ce que je fais, mais dans ma tête, je suis patient. Tu es plus patient. Ouais. Okay. Comme on dit, je sais pas, un proverbe là qui dit que une patience infinie amène des résultats immédiats. Donc, ça revient en fait à la sérénité. Du coup, ça donne l'accès à plus de clairvoyance pour faire les bons choix. Donc, quand tu es patient, et tu es vraiment patient, tu ne fais pas semblant d'être patient, tu es serein et donc tu fais les bons choix et ça va plus vite au final. La patience. Au lieu d'être en train juste de forcer, tu vois, on te ferme la porte, tu défonces et tout. Ça, c'est ce que je faisais avant, mais je ne fais plus ça. Si ça ferme, ça bloque, je ne suis pas inquiet, je fais autre chose. D'accord. Mais en soi, si tu as avancé, c'est un peu plus de sagesse aussi dans la façon de faire les choses. C'est ça. Du coup, on en discutait. Est-ce que tu penses qu'entreprendre, tout le monde entreprend? Aïe. Honnêtement, si je devais refaire, je ne referais pas. Ouais. Tu vois? Je suis content d'avoir fait, mais si je devais, maintenant, là, on me dit, regarde ce que tu vas traverser, j'aurais pas fait. Ah, tu n'aurais pas fait? Non, j'aurais pas fait parce que c'est dur. C'est très dur. Et le contexte actuel prouve que c'est encore plus difficile. Le contexte économique et le contexte social, c'est très difficile d'entreprendre. Donc, on ne devrait pas dire aux gens, il faut entreprendre. Ceux qui le font doivent être bien avertis et prêts à aller en guerre, en fait. Mais tu dirais quoi aux personnes qui, par exemple, qui ont une idée et une vocation de ne pas forcément entreprendre? Non, je ne vais pas dire ça, mais je dirais essayez, mais il ne faut pas vous fier à cette idée qu'il suffit de faire. Tu peux faire, tu peux bien faire, même tu échoues. Donc, il faut recommencer ou il faut faire autre chose. Donc, il y a un degré de résistance à avoir là, très important et indispensable. Oui, il faut être résilient. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est pas un jeu, quoi. Alors, voilà, je me posais la question, mais tu l'as peut-être déjà répondu. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant d'entreprendre? Oui. Oui, enfin, tellement de choses. pour peut-être faire les choses beaucoup plus rapidement ou avoir moins de difficultés peut-être à certains niveaux? C'est complexe, je sais pas, parce que quelque part aussi, il faut se faire son expérience et chaque personne est comme elle est. Il y a des gens qui ont des attitudes un peu plus propices, des attitudes personnelles qui correspondent au business qu'ils choisissent. D'autres ont des attitudes, mais qui peuvent ne pas correspondre à un autre type de business. Donc, je pense qu'il y a une chose importante, c'est d'essayer de se connaître. De se connaître soi. De se connaître soi pour bien voir que la direction qu'on prend correspond à soi-même. Et après, je ne vais pas dire les trucs qu'on sait, quoi. Il faut travailler. Ça, en fait, ça, c'est la base, quoi. Il faut travailler. Il faut travailler plus que les autres. Parce que quand tu es entrepreneur, tu veux être entrepreneur, tu dois être sûr, tu dois travailler plus que les salariés, tu dois travailler plus que d'autres entrepreneurs. Tu dois avoir des longues journées
pour t'en sortir. Et je ne dis pas que quand ce n'est pas dur, on n'y parvient pas, mais quand on y parvient, c'est toujours le fruit d'un travail acharné. D'un travail acharné. Oui. Ok. Donc, tu aurais aimé qu'on te montre le chemin. En fait, si on t'avait montré, tu m'as dit ça, hein, si on t'avait montré tout ce que tu as passé là, tu ne serais pas, non, j'aurais pas signé. refait. Ou tu aurais fait autre chose, peut-être. Je serais salarié. Tu serais salarié. Ouais. Oui. Peut-être que ça me rattraperait à un moment donné, mais il y a une forme de confort aussi dans le salariat. Tu sais, tu peux être salarié, essayer d'atteindre un certain niveau dans des entreprises ou dans des institutions et être bien. Tu finis ton travail, tu as un bon salaire, tu vas en vacances et puis tu recommences. Et si tu es entrepreneur, tu portes ton entreprise tous les jours, même quand tu vas en vacances, tu es toujours en train de travailler, tu réfléchis. Ça peut être aussi fatigant, même si après, c'est plus gratifiant. C'est plus gratifiant. Il faut reconnaître. Ouais. C'est plus gratifiant. Et quand tu es quelqu'un qui a besoin d'avancer avec des perspectives, moi, il ne faut pas qu'il y ait un plafond. Quand il y a un plafond, j'étouffe, donc je vais chercher là où il n'y a pas de plafond. D'accord. Oui. Donc, il te faut avancer. Il me faut sentir que je peux aller le plus loin possible. Si je sens que ça peut se bloquer à un moment donné, j'ai l'impression que je ne suis pas là où je devrais être. Et je pense que c'est souvent une caractéristique aussi des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ouais. Ils voient loin. Oui. Ce sont des visionnaires. Oui. Tu es originaire du Cameroun. Alors, est-ce que tu as une vision spéciale pour le Cameroun ou pas, dis-moi. Oui, c'est un pays que j'aime beaucoup profondément, malgré la situation politique. Cette situation politique qui empêche beaucoup de Camerounais d'investir au Cameroun et beaucoup d'investisseurs étrangers d'y aller parce que le pays est totalement instable. Un gouvernement qui est là depuis 43 ans et qui sera là 7 ans encore, donc 50 ans, qui crée un marasme économique. C'est pas agréable, quoi. Bien sûr. C'est pas agréable. Et ce n'est pas juste de l'opposition pour l'opposition, c'est très concret. Ouais. Donc ça empêche l'investissement. Il y a une insécurité grandissante qui fait qu'on n'a pas envie d'investir ces billes au Cameroun, en tout cas pas pour l'instant. Tu voudrais y vivre ou... Oui, j'aimerais y vivre, mais ça sera après cette vague-ci, oui, après ce gouvernement. Quoi qu'on ne sait pas, peut-être ça sera pire après, mais au moins, il faut qu'on rentre dans une dynamique de changement et d'évolution, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais culturellement, il y a tellement de richesses, et comme moi, je suis culture, je suis toujours bien quand même là-bas, malgré tout. Mais du coup, tu parles de changement. Et je t'entends parler de changement à travers la culture. De quel changement tu parles? C'est une évolution positive. Ouais. En général, dans une société, tout le monde veut qu'il y ait une évolution positive. En général, on entend par changement l'évolution positive, pas un changement négatif. Mais il y a plusieurs leviers qui permettent d'impulser cette évolution. Ça peut être le business, ça pourrait être la politique et tout. Et moi, je pense que la culture, c'est un accélérateur. D'accord. Parce que la culture a en elle l'aspect économique, un aspect social aussi, un aspect philosophique. Et la culture est illimitée. Les ressources culturelles sont illimitées. En général, nous, on se bat en Afrique et tout aux ressources minières, au sous-sol, au sol, à des sessions, alors qu'on a aussi la culture. Et la culture n'est pas illimitée. Le bois, c'est limité. L'or dans le sol, c'est limité, pardon. Toutes ces ressources naturelles sont limitées. Et alors qu'on a des richesses culturelles au Cameroun, par exemple, il y a plus de 200 langues différentes. Et chaque langue est reliée à un village. Chaque village a une histoire. Chaque village a ses spécificités culturelles. Donc tout ça, c'est des richesses incroyables qui peuvent être transformées en richesses économiques
mais on ne le voit pas souvent parce que c'est long. En général, on préfère extraire des mines d'or et puis vendre, c'est plus facile. Mais s'il y a un travail conséquent, ben on peut avoir des richesses énormes Bien sûr. grâce à tout cela. Donc, pour moi, la culture est un levier important et c'est en général, on est d'accord avec la culture. Tout le monde est, tout le monde Bien est sûr. d'accord. On est d'accord avec la culture. Hein. Tu vois qu'il y a beaucoup de pays qui se font connaître à travers Ben leur oui. culture, la musique. Mhm. On a tous voulu aller aux États-Unis à Oui, cause de la musique, c'est bien ça. sûr. Donc, Oui, oui. la culture, c'est très, très important. C'est très fort et ça peut même servir le business, tu Oui, sais. oui, oui. Après, il faudrait que les dirigeants comprennent ça. Voilà, Simplement ça. ça c'est le challenge. C'est déjà le challenge pour Oui. pouvoir faire en sorte que la culture soit un mode de prospérité, en fait, quelque part. Hein, Ouais. c'est important. Oui. Du coup, on va arriver sur la fin. Tu vois, Mhm. Becoming, le podcast s'appelle Becoming. Oui. Et je me dis, est-ce que maintenant, tu considères que tu es arrivé dans ta vocation, que tu es dans ta vocation, Mhm. ou que tu as encore du chemin à parcourir? Ah ben j'ai du chemin. Ouais. Je suis nulle part. Tu n'es pas encore arrivé. Non, 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 je suis nulle part. Ok. Oui, bon, je peux pas cracher sur ce qui a déjà été fait, mais il y a tellement de choses qui sont faisables. Et puis il y a, tu vois, il y a des territoires à conquérir, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Oui, oui, oui. Il y a l'Afrique, il y a des choses à réaliser là-bas, il y a même d'autres pays européens, il y a tellement de choses à faire. Non, 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 là en fait, Tu on n'es est au pas début encore- là. Tu es au début. Nel doit se voir dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il veut réaliser? C'est simple, on a amorcé déjà ce qu'on veut réaliser dans 10 ans, c'est parvenir à structurer ce marché, cette plateforme qui organise la rencontre entre les artistes et les acteurs culturels, les artistes afro-descendants et les acteurs culturels européens et africains. C'est ça. Si ce marché-là est structuré et qu'il fonctionne de manière autonome, là, tu peux me dire, je te verrai, je te dirai, ouais, je suis arrivé. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir créer une association entre la culture, le politique, mais aussi le business. Hein, Oui, ça, oui, hein. oui, oui. Ça, c'est vraiment le pan business parce que c'est urgent aujourd'hui de pouvoir mettre en place, d'organiser de telle sorte que les artistes puissent gagner leur vie Bien sûr. et que l'économie de la culture pour des afro-descendants puisse fonctionner. Parce qu'il y a un business de la culture dans lequel ils sont exclus. Les afro-descendants ne font pas partie ou d'une certaine manière avec la musique, mais la musique, c'est un trompe-l'œil. Il y a beaucoup plus de disciplines que la musique, mais en plus de ça, ce sont que des élites qui arrivent, qui ont accès à ce marché-là. À ce marché. Donc, Ok. c'est des artistes qui sont déjà au top. Mais derrière, il y a plein d'autres artistes qui galèrent Ouais. et c'est difficile, quoi. C'est difficile. Donc, si on organise ce marché-là, une structuration de ce marché-là Là, de manière autonome, donc il y a un volet économique important, là, c'est bon. Mais oui, c'est une très très belle vision. Et peut-être qu'après, je te dirai encore que je suis nulle part hein, aussi. Mais si tu Mais arrives... là, moi, oui. Non, oui, non, c'est une très belle vision. Hein. Comme on a discuté avant, en fait, les gens sont attirés par un pays à travers la culture. Et si on permet aux personnes qui chantent ou qui font de l'art de pouvoir mieux communiquer autour de cela et se faire payer, bien sûr, Oui, c'est une très très bonne avancée. c'est ça. Dernière question. J'avais dit dernière question, mais là c'est vraiment la dernière. Je ne sais pas si tu as réfléchi à ça, mais s'il y a un personnage politique que tu dois choisir et avoir une conversation avec lui, qui ce serait et pourquoi? Mais sans hésiter, Thomas Sankara. J'ai un peu dit au début, Thomas Sankara, parce que c'est quelqu'un qui a parlé, il a eu une vision, il a donné ses idées, il a eu la chance de gouverner
il a mis en place sa vision et ses idées, ça a fonctionné. Il n'est pas resté longtemps, il s'est fait tuer par la France. Donc, il a dit, il a montré, il a fait. Oui. C'était très simple. Son pays, en 4 ans, est passé de pays le plus pauvre au monde à une autonomie alimentaire. Il était en avance sur tout, l'écologie, les droits des femmes, tout. Il était le premier à dire l'Afrique doit se mettre ensemble pour ne pas payer la dette. Tellement de choses, tellement avant-gardistes, que moi j'aimerais, si je pouvais le rencontrer là, je dirais, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant et tout. Trop visionnaire. Je ne sais pas comment c'est possible de faire autrement. Non, oui, c'est quelqu'un qui a un impact, Oui. même dans les îles, on Oui. en parle beaucoup. Oui, voilà. Voilà. Mais Nel, merci beaucoup. Merci Géraldine. Pour cette interview. Ta vision est une très, très, très belle vision. Et surtout, je te remercie. Hein. Je pense que tout le monde te remercie en fait pour le travail que tu fais, parce que ça met en lumière les personnes d'origine africaine. Et ne lâche pas. Continue. Merci et longue vie à Becoming. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Becoming. Si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez une note ou partagez autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.